Cette année, plus exactement pour l'année 2009, il y a eu différentes raisons, ils sont très décalés dans les deux prix. Le prix 2009 a été attribué à Maurice Godelier. Et donc, comme présidente, il me revient de faire un parcours succinct et parfait qualifié, un parcours de son parcours, et aussi de donner quelques points sur les raisons de notre choix avant de donner la parole à des personnes plus qualifiées pour développer. Né à Cambrai en 1934. Maurice Godelier est reçu premier à l'école normale de Saint-Cloud. Agrégé de philosophie, licencié en psychologie, licencié en lettres modernes, il entre d'abord à l'école pratique des hautes études en qualité de chef de travaux auprès de Ferrand Mondel. Il change ensuite de domaine de recherche, chose aujourd'hui très prisée, n'est-ce pas? C'est une anticipation, hein, de ce qu'il faut faire aujourd'hui, en se tournant vers l'étude des sociétés contemporaines. Il devient alors maître assistant auprès de Claude Lévi-Strauss, puis chargé de recherche au CNRS. Ses travaux de terrain en Nouvelle-Guinée en particulier font bientôt de lui un anthropologue de réputation internationale. Il rejoint l'école des hautes études en sciences sociales en qualité de professeur d'anthropologie économique en 1971, puis en 1975 comme directeur d'études. C'est justement Pierre Leveillé qui évoquera beaucoup mieux qu'il saurait le faire évidemment, la nouveauté de ses approches et son rôle dans le développement de l'anthropologie moderne. Je pense que vous savez tous que Maurice Godelier a mené une activité de recherche fondamentale en anthropologie, mais pas seulement en anthropologie. Et je pense que vous savez aussi qu'il a eu une activité d'enseignement et on peut dire d'organisation des disciplines relevant des sciences sociales particulièrement importantes. Vous vous souvenez, pour les plus anciens aussi, qu'il s'est fortement impliqué à partir de 1982 en particulier dans la politique scientifique. C'est un rapport qu'il rédige à la demande de Jean-Pierre Chevènement, alors ministre de la Recherche et de l'Industrie, qui va se concrétiser avec une réorganisation et la création du département des sciences humaines et sociales au CNRS, qui en devient le directeur scientifique. Le rapprochement des humanités et des sciences sociales, qui était ainsi engagé, puisque j'ai bien compris que c'était l'idée qui présidait un peu à cette affaire, s'est traduit par une nouvelle dynamique de recherche, et là aussi vous m'excuserez de laisser tout cela bien au commentaire des deux personnes à ma droite. Voilà. En 1995, je ne dirais pas tout, mais j'ai pris deux, trois choses, il fonde et dirige le premier centre français de recherche et documentation sur l'Océanie. Et enfin, il accepte en 1997 la direction scientifique du projet du musée du Quai Branly. Vous ne serez pas étonné que je dise que Maurice Godelier a publié de nombreux articles et des livres qui font référence. Son dernier projet, 2009, porte sur la naissance des États à partir des transformations de certaines sociétés tribales. Et si j'ai repéré cela au milieu d'une montagne de choses, c'est que c'est frappant, c'est un sujet qui s'inscrit dans le passé et qui s'inscrit aussi dans l'actualité contemporaine. Je crois que ça traduit une approche qu'il faudrait illustrer par plein d'autres exemples. L'ensemble de son œuvre, et ça, je pense que tout le monde le sait, a été couronné en 2001 par la plus haute distinction scientifique française, la médaille d'or du CNRS. Dans un texte, le titre volontairement provocateur et ironique qu'il a publié en 2004, quelques remarques sur les noyaux durs des sciences molles. Ça m'a beaucoup plu. Vous indiquez. C'était pour les physiciens, ça. Et ben voilà, je l'ai fait pour moi. Il est indéniable, alors vous commentez.
Il est indéniable que souvent, aujourd'hui les sciences sociales, il est indéniable que souvent, dans les textes de certains auteurs, les faits manquent pour appuyer les idées. Et les conclusions sont affirmées sans que des prémices vérifiables aient été proposées. C'est des collègues, oui, j'ai bien compris. Aujourd'hui, je voudrais montrer qu'il existe des approches, des méthodes au sein des sciences sociales qui permettent d'éclairer les logiques de fonctionnement des sociétés, ainsi que les modes de pensée des acteurs engagés dans la reproduction et l'évolution de ces sociétés. On ne s'étonnera pas, après ces quelques phrases et quelques mots, que Maurice Godelier fait partie d'une équipe qui a fondé une revue qui s'appelle Raison Présente, qui est toujours très active, revue fondée à l'initiative de Victor Leduc et quelques d'autres, il y a un peu plus de 40 ans. Raison Présente est une revue indépendante, reconnue en sciences humaines, et c'est une revue étroitement associée à l'Union rationaliste et à ses combats. Au-delà de son intérêt pour Raison Présente, dont il est toujours membre du comité de parrainage, il faut souligner, Maurice Godelier a toujours répondu présent aux sollicitations qu'a pu lui adresser l'Union rationaliste. Par exemple, en 2001, un colloque, je n'étais pas encore moi à l'Union rationaliste, mais de mes informations, c'était Femmes et société à l'aube du XXIe siècle, c'était en 2000. Et plus récemment, pour une émission France Culture. Chacun sait bien que le prix de l'Union rationaliste est un prix tout symbolique, qui est décerné à des personnalités reconnues, qui partagent des valeurs qui sous-tendent l'activité de notre association. Le rôle de la science et de la raison, celui de la laïcité, une conception de la culture aussi. Et si on regarde la liste des personnalités qui, au fil des années, ont honoré l'Union rationaliste en acceptant ce prix, on peut constater un très large éventail de leurs activités, de la biologie à la philosophie et même au droit. Je terminerai avec quelques mots sur les objectifs de l'Union rationaliste. Je rappelle que celle-ci, pour ceux qui ne le sauraient pas, a été fondée en 1930 par des scientifiques et plus généralement des universitaires. Ses premiers animateurs, le doyen de la faculté de médecine, Henri Roger, le physicien Paul Langevin, le grammairien Albert Bayet, en particulier, il y en a d'autres, lui donnèrent d'emblée comme premier objectif de faire connaître dans le grand public l'esprit et les méthodes de la science. Aujourd'hui, nous disons, les rationalistes, que la société, au-delà de la formation des scientifiques qui sont nécessaires au développement de la recherche et aussi de l'économie, a plus que jamais besoin de citoyens formés dans cet esprit, comprenant ces méthodes. L'activité de l'Union rationaliste s'inscrit dans les efforts déployés par de très nombreux acteurs. Nous ne sommes pas seuls là-dedans, et de loin, heureusement, pour développer la culture scientifique. Une spécificité est peut-être que nous mettons l'accent sur l'intégration de celle-ci dans la culture générale, aussi bien dans l'enseignement que dans les médias. C'est un peu plus qu'une réalité. Le rôle de plus en plus important joué dans le monde moderne par la science et les technologies qu'elle engendre appelle, selon nous, une refondation, au moins une clarification, des rapports de la science et de la société à laquelle nous souhaitons modestement contribuer. Nous mettons l'accent, là aussi, sur l'articulation du progrès scientifique et de toutes les réflexions qui tournent autour de ce qu'on appelle le développement durable, sur lequel il y a beaucoup à dire, sur la défense de la recherche fondamentale, très importante, sur une contribution plus large et plus organisée, plus collective des scientifiques au débat démocratique, qui
qu'il est nécessaire de développer. Le devenir de la culture, en ce début de siècle, est manifestement aussi en débat, à travers notamment la conception de l'éducation nationale et de l'enseignement, le rôle des universités, celui aussi des nouvelles technologies, y compris Internet. J'en profite pour signaler que le colloque 2010 de l'Union nationaliste, qui se tiendra vendredi 16 avril, et auquel je vous convie vivement, ouvert, se tiendra au Collège de France, a pour titre Culture, savoir et compétences. Il n'y a pas, selon nous, de culture humaniste moderne sans intégration des valeurs de la laïcité. Je rappelle bien sûr qu'avec la loi de 1905, nous défendons la liberté d'expression, le non-endoctrinement des jeunes, la non-ingérence des religions dans les affaires publiques. Et il faut dire qu'aujourd'hui, de la reconnaissance et du subventionnement des institutions d'enseignement supérieur catholiques à la loi cadre, les atteintes à la laïcité se multiplient sous couvert d'harmonisation européenne ou de défense d'une liberté de l'enseignement qui n'est pas en cause. Nous voulons bien sûr promouvoir le rationalisme, et c'est vrai que l'idée que ce fond du rationalisme, beaucoup de nos contemporains en reste pour l'essentiel à une conception très dogmatique, historiquement très datée. Or, nous sommes persuadés que le rationalisme a évolué avec l'avancée des connaissances et des changements de la société, et que ça lui permet d'être un système de pensée d'une grande actualité aujourd'hui, je dirais, de façon importante. Si la raison n'est ni un don du ciel, ni un script tel quel dans les gènes depuis toute éternité, alors il nous revient, après beaucoup d'autres, d'enrichir ce concept dynamique, intimement lié au développement des sciences et à l'histoire des sociétés. Bien, nous sommes, et je me suis particulièrement heureuse de remettre ici le prix de l'Union nationaliste 2009 à notre ami Maurice Godelier, avec bien sûr toutes nos félicitations et avec aussi tous nos souhaits pour qu'il reste encore longtemps par ses contributions un acteur majeur des sciences sociales. D'accueillir ici l'Union rationaliste et le professeur Maurice Godelier. Donc, moi je suis Serge Weichel, je suis professeur au muséum et c'est assez émouvant pour moi d'accueillir ici Maurice Godelier qui, comme il aime bien le dire, m'a connu en petit culotte. Et en fait, ça permet aussi d'évoquer et d'expliquer pourquoi finalement il a été décidé de pratiquer cette cérémonie ici même au Muséum d'histoire naturelle, parce que en fait Maurice Godelier a eu beaucoup d'importance dans certains des laboratoires du muséum, notamment le laboratoire qui à l'époque s'appelait ethnobotanique et ethnozoologie, et où il a développé, il a enseigné, à côté de l'enseignement qu'il donnait à l'école des hautes études, l'anthropologie économique, et finalement d'introduire dans la pratique des ethnobotanistes et des ethnozoologues les analyses rationnelles en fait sur l'économie, et avec son compère Jacques Barrault, qui était notre professeur, dont Pierre a parlé dans quelques instants, il nous a entraînés à penser de manière économique et surtout écologique dans notre pratique du terrain. Par ailleurs, et tout ça se faisant sous l'œil inquisiteur et bienveillant de notre maître à tous, qui était André-Georges Autricourt, qui était une figure extrêmement importante dans le laboratoire d'ethnobotanique, et qui était aussi une personnalité importante de l'Union rationaliste, dont il a eu d'ailleurs le prix à une certaine époque. Et à titre totalement personnel, moi je
travaillais quand j'étais, enfin je fais encore maintenant, mais au début de mes études, j'ai commencé à travailler en Afrique centrale et j'ai dû, c'est grâce à Maurice Godelier qui a lui relancé les études économiques et écologiques sur les sociétés, d'une part les sociétés de Pasteur-Luma, dont d'ailleurs plusieurs chercheurs étaient présents au laboratoire, et les sociétés de chasseurs-collecteurs. Il avait organisé à Paris, à l'UNESCO, le premier colloque sur les chasseurs-cueilleurs qui renouvelait ces études après le colloque mythique qui s'appelait L'homme chasseur, Man the Hunter, qui avait lieu à Chicago en 1965, je crois. 68. Et Maurice avait réuni à Paris tous les grands spécialistes des chasseurs-cueilleurs qui étaient ceux qui avaient fait le colloque de 68 et il les avait réunis à Paris. Et donc les jeunes chercheurs comme moi qui ont pu les rencontrer, leur parler et finalement être extrêmement influencés dans la suite de notre professionnel. Donc je voulais rappeler que c'est quelques petits souvenirs personnels et vous accueillir encore à nouveau ici au nom du Muséum sans Nature. Plusieurs choses à cause de ce qui a été dit là. C'est vrai qu'ici j'ai été dans cette maison avec Jean Barrault et que au départ on parlait de, c'était il y a longtemps, hein, 40 ans, on était des jeunes, nous, enfin Barrault était plus vieux que moi, et on se lance, oui c'est un peu dur pour moi, je vais essayer, hein. Et donc on se lance dans l'anthropologie économique, c'est le rôle de l'économie et l'action sur la nature, de la production de biens, etc. Donc on est devenus complices, enfin, je ne connaissais pas moi Barrault, hein. Et en même temps, il venait de Yale, il avait tous ses amis américains, des gens qui travaillaient sur l'histoire des plantes, sur la génétique des plantes, pour trouver l'origine de la canne à sucre, etc. Et donc, en faisant notre petit groupe, on a créé, à l'époque, une sorte d'anthropologie de l'environnement et de sa représentation et de sa connaissance quand même. On était en avance en France sur tout autre groupe par notre curiosité et par le fait qu'on vivait avec des collègues américains, anglais, on n'était pas enclavés dans l'Hexagone, c'était fabuleux quoi. Bon. Après, il y a Bond et d'autres qui ont fait l'anthropologie des sociétés pastorales, d'autres ont fait autre chose. Et donc, les gens se sont développés, ok, au revoir. Ça, c'est la première chose que je voulais dire. Maintenant, concernant le petit jeune homme qui est à côté de moi, il est venu, il n'a pas dit qu'il était au début économiste et qu'il avait lu mon article sur la production du sel chez les barouillards et les barres de sel qui sont une monnaie. Et il paraît que c'est ça qui fait qu'il a abandonné. Il est venu à mon séminaire qui était justement rue Tournon pour voir le type qui avait écrit l'article et il est passé de l'économie, il avait écrit, je pense, sur la gabelle, n'est-ce pas? Tu as dû écrire ton mémoire ou ton DEA sur le sel, non? La gabelle, c'est bien ça? Et tu es arrivé chez moi, puis après il est devenu anthropologue. Bon. Je lui ai demandé de venir avec moi voir ceux qui produisaient le sel. Il a parlé du grand type Maillet, le grand maître des initiations. Quand Maillet est mort, tu étais là, et lui, il résiste pas à l'odeur du cadavre. Hein, c'est pas un gars qui est... J'ai été obligé de donner ma dernière barre de chewing-gum pour qu'il la mâche sans nous emmerder. Hein, parce qu'évidemment, nous, on était derrière le... C'est vrai, on était derrière le porteur du cadavre qui était peint magnifiquement en violet. Il était sur... Le cadavre était sur les épaules des hommes qui le portaient jusqu'à la place d'enterrement. Évidemment, nous, les anthropologues, on suit pour prendre des notes et tout, prendre des photos. Et lui, on ne pouvait pas le tenir, il avait mal. Donc il a fallu sacrifier la dernière barre de chewing-gum pour qu'il soit tranquille et qu'on puisse prendre des notes lorsqu'on a enterré le cadavre. C'est ça le boulot des anthropologues. Et c'est une petite anecdote sur son compte. Et en plus, il marchait très bien. Moi, à l'époque, je marchais bien aussi. Mais pour qu'il puisse marcher jusqu'au bout pendant une journée, il fallait lui donner des bonbons. Et alors, on était obligé d'avoir 1 kilo de bonbons, et tous les jours, quand on est arrivé, moi le vieux,
je cherchais à bouffer pour bouffer, et lui s'asseyait par terre et il mangeait des bonbons. Non mais c'est vrai, la vie c'est bien quand même. Alors pourquoi? Qu'est-ce que j'avais? Vous savez, j'avais préparé quelque chose là. Mais je vais quand même me lancer. Hein. Je vais me lancer, puis je vais faire court, mais je vais me lancer. Hein. Parce que je voulais en profiter pour vous parler des sciences humaines et sociales, sur les enjeux. Mais je voudrais terminer, parce que ça c'est pas marqué, mais tout à l'heure, j'ai dit je ne peux pas éviter de terminer sur une grande question qui me tracasse depuis, enfin, qui me pose problème depuis longtemps, c'est-à-dire peut-on se moderniser sans s'occidentaliser? Pour nous, anthropologues, c'est fondamental. Hein, et pour vous aussi. Alors maintenant, j'ai une réponse à la tête. Après, j'ai une réponse de... Les choses se sont organisées dernièrement à la suite d'un voyage au Japon où je n'étais jamais allé, alors que j'étais allé en Chine, etc. Donc j'ai essayé de vous dire ça à la fin. Au début, j'ai essayé de définir les sciences sociales et humaines. Je dis sciences humaines et sociales, pourquoi? Parce que les sciences humaines, c'est la littérature, la musique, c'est beaucoup de choses. Dans l'identité des gens, la musique, l'histoire, de leur légende, ça fait partie de leur identité profonde. N'est-ce pas? Et donc on ne peut pas séparer les sciences humaines des sciences sociales. Alors, je vais vous expliquer ça à ma manière. Mais je repars de ce qu'il a dit tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi l'unité de nos disciplines? Alors j'avais commencé par une belle phrase qui fait plaisir aux scientifiques durs. Les hommes sont une espèce sociale qui partage avec les deux espèces de primates les plus proches d'eux, oui ça fait bien ça, 80, les bonobos, les chimpanzés bien sûr, 98% du même patrimoine génétique. Mais les humains, à la différence de ces espèces sociales, ne se contentent pas de vivre en société pour continuer d'exister, mais ils produisent de la société pour vivre. Alors si vous entendez cette phrase, que nous produisons pour vivre de la société, on produit des formes de pensée nouvelles, des rapports sociaux nouveaux, des rapports nouveaux avec la nature, ce qu'on appelle la culture, mais c'est beaucoup plus que ça. Et en plus, alors là je vais vous dire quelque chose concernant l'évolution, parce que nous sommes dans un... Quand j'étais plus jeune, ici dans cette maison, bien sûr que nous écoutions l'évolution des espèces et de la nature. Mais, si vous voulez, ce que je pense maintenant, c'est l'évolutionnisme du XIXe siècle a eu, comme vous le savez, une face sombre. Elle a justifié, si vous voulez, elle a servi, ce n'est pas un argument scientifique qui était dans la tête des gens, mais elle a servi à faire des Occidentaux le miroir de l'humanité et la mesure du développement de l'humanité. Ça, il ne faut pas cacher que cet évolutionnisme a servi à légitimer la domination occidentale sur le reste du monde. Alors, qu'est-ce que j'ai compris en évoluant? J'ai compris que c'est pas l'évolution qui fait l'histoire des hommes, c'est l'histoire des hommes qui fait les évoluer. Et c'est totalement différent. Vous avez compris ce que je viens de dire? C'est nos histoires, les histoires de toutes les sociétés qui font évoluer les groupes sociaux de façon diverse. Mais ce n'est pas une loi d'évolution. C'est pour ça qu'il y avait, quand j'étais jeune, une faille dans le marxisme. C'est que le marxisme posait des lois de l'histoire et on n'a pas réussi à les vérifier. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas matérialiste et rationaliste, mais je ne peux pas garder cette hypothèse de travail. Ça ne m'empêche pas de comprendre et travailler pour comprendre les autres et l'altérité des autres. Mais pour comprendre l'altérité des autres, il y a deux présupposés. Il faut que l'altérité des autres ne soit pas absolue. Il faut qu'elle soit relative. Sinon, chaque discours se ferme sur lui-même, chaque société sur elle-même. Et deuxièmement, le deuxième présupposé de la connaissance,
dans les sciences sociales de l'humanité, si vous voulez, c'est que ce que les hommes ont inventé pour donner un sens à leur vie, que ce soit le bouddhisme, du grand véhicule, que ce soit le maoïsme, que ce soit autre chose, d'autres hommes peuvent le comprendre, sans nécessairement reprendre ces principes pour conduire leur existence. Et je vous donne un exemple que les postmodernes n'arrivent pas à discuter. Je vis chez les Barouillas, je pars à la chasse avec les Barouillas, comme explique Pierre, comment je recense les plantes sauvages qu'ils mangent, je recense les plantes cultivées, etc., la nature des sols, comment ils les... etc. Pendant une année, j'ai mesuré 537 jardins tous les jours, etc. Bien. Eh bien, si vous voulez, ces connaissances, c'est les connaissances que les Barouillas m'ont données, de leurs connaissances. Les connaissances de ce qu'ils connaissent du milieu, de ce qu'ils vont manger, comment ils vont planter. Ici, c'est parce que le sol est comme ça. C'est décrit. Après, j'ai fait identifier, bien sûr, les sols et le pH des sols à Canberra, etc. Donc, je suis parti dans la science occidentale ensuite pour comparer avec la description des qualités d'un sol que me donnaient les Barouillas. Mais si vous voulez, au bout du terme, je ne suis pas devenu Barouillat. Ces connaissances, pour moi, sont restées des connaissances abstraites. Pour les Barouillas, c'est avec ces connaissances qu'ils produisent leur vie concrète tous les jours. Et les Barouillas ne peuvent pas s'arrêter d'aller tous les jours dans les champs produire et manger. Moi, je peux m'arrêter parce que j'ai des boîtes de conserve. Alors, comprenez-vous que les connaissances qu'ils m'ont données, je les ai comprises, mais je n'en fais pas un principe de ma vie. Donc, l'anthropologue ne peut pas, il faut bien le dire, s'identifier aux autres, et il peut s'identifier par la connaissance. Mais pour être Barouillat, je devrais avoir épousé une Barouillat, tout à fait. Avoir des enfants, les élever comme les Barouillas. C'est ce que je n'ai pas fait. Il y a des anthropologues qui le font, et ils passent de l'autre côté parfois. Mais ce n'est pas nécessaire. Et j'ai pas honte. De toute façon, si les anthropologues passaient 7 ans comme moi sur le terrain, on y verrait plus clair souvent. Hein. Donc, vous voyez, ça c'est très important. Deuxième principe. On peut dire que j'ai fait ce qu'on appelle en anthropologie, que j'ai fait la messe anthropologique, ce qu'on appelle l'observation participante. Hein. Qu'est-ce que ça veut dire? Là, je vous dis ça à mon âge. Qu'est-ce que ça veut dire l'observation participante? Il n'y a pas de livre d'anthropologie qui ait 10 pages consacrées à l'observation participante. C'est comme une sorte de principe, et un principe religieux qui encense les anthropologues dans leur existence, n'est-ce pas? Nous, on n'est pas des sociologues, on fait de la participation. Ok. Qu'est-ce que ça veut dire observer? Alors là, moi j'ai passé beaucoup de temps, et je peux vous dire, il y a 2 sortes d'observation. L'une est active et l'autre est provoquée. Alors, je m'explique. Quand vous vivez avec les gens, tous les jours, vous êtes quelque part dans un village, les gens vous connaissent, bien sûr, s'ils ont accepté que vous soyez là. Tous les jours, les gens se lèvent, ils mangent, ils pissent, tout ça. Donc, tous les jours, il y a des événements récurrents. Il est vraiment impossible de ne pas observer. Voilà. La vie se reproduit tous les jours. Les gens vous offrent leur vie à observer, et il n'y a pas de mystère, je vous assure. Sauf que les femmes vont aller pisser d'un côté, les hommes de l'autre, etc. Dès que on commence à voir des choses qui ont un sens social, qui ont un sens pour eux en tout cas. Et là, vous pouvez comprendre. Ok. Vous participez maintenant. Alors, Maurice Goudelier, ou bien par exemple mon copain, nous sommes copains depuis l'âge de 20 ans, donc ça fait beaucoup de temps. Salada d'Anglure, chez les Inuits. Hein? Bon. Alors il va chasser. Il va chasser 2 jours, 3 jours. Il apprend les 220 mots pour la neige ceci, la neige cela, la neige qui fond, la neige qui permet de... Ok. Il chasse. Même il tue un phoque. Tant mieux pour lui. Mais il ne va pas chasser tous les jours. Il ne va pas les chasser comme les autres pour vivre tous les jours. Parce que les autres ne peuvent pas s'arrêter de chasser. Tandis que lui, il peut s'arrêter.
comme moi. Donc, qu'est-ce que ça veut dire participer? Ça ne veut pas dire pouvoir vraiment vivre la vie des autres au quotidien tout le temps. C'est pas possible. Il ne faut pas qu'on me dise ça. Il ne faut pas qu'on me dise ça. Sauf si on est vraiment isolé, sans aucun contact, et qu'on est obligé de pêcher tous les jours son poisson pour le faire cuire. Hein? Et encore, il faudra encore avoir du papier pour écrire des notes, ou avoir une mémoire qui permet d'avoir tout sans notes. Ça, c'est ce qu'on appellerait l'observation. Alors, après, il y a l'événement inattendu. Mais attendu. Donc, par exemple, un type meurt. Donc, je suis appelé, Maurice, un tel est mort, et ok, j'arrive, je prends des notes, etc. Ou bien, il y a un tel, il y a Omeyer qui a tué sa femme. Donc, je suis appelé, j'y vais, il y a un meurtre. En plus, comme j'appartenais au clan du meurtrier, j'ai été obligé de payer $20 pour la meurtre d'une femme que je n'ai pas tuée, etc. Mais automatiquement, j'ai bien vu les rapports sociaux, parce que j'étais impliqué dedans, chez cette femme. Ensuite, les gens malades, en plus, c'est prévisible, mais ce n'est pas régulier. Okay? Troisième type d'événement que les gens vous offrent tous les 3 ans, des grandes initiations. Ou bien le 14 juillet en France, avec un président de la République sur l'estrade, etc. Donc les rites qui sont chez nous aussi pareil, une régularité qui ont ces grands événements, ils n'engagent pas une famille, ils engagent maintenant tous les barouillards qui se réunissent pour initier leurs gamins, leurs garçons. Voilà ce qui m'est offert à l'observation. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un fait observé? Quelle nature des faits observés? Il y a plusieurs catégories de faits observés. C'est jamais écrit dans aucun livre. Vous voyez belle époque. Et la deuxième chose, c'est ce qu'a expliqué Pierre, c'est que ça ne suffit pas tout ce que je viens de vous dire. Ça ne suffit pas. Il faut commencer à ce moment-là à faire des observations systématiques. Et alors là, vous emmerdez le monde. J'ai dans tous les barouillas, sauf peut-être 2, toutes les généalogies. 2000 personnes, tout ça, si c'était là, ça serait tout ça. Avec 3 générations de morts, ça fait 5 générations, c'est extraordinaire. Tous les mariages, etc. Tous les jours, aller de maison en maison dans les villages. Et accepter, se faire accepter. Là, ce n'est pas les gens qui vous offrent leur vie, c'est vous qui systématiquement construisez scientifiquement, pour des raisons scientifiques, vous allez faire une enquête systématique. Et avec une société de 2000 personnes, j'ai choisi de ne pas faire de statistiques. J'ai voulu faire le total. J'ai passé 1 an tous les jours dans les jardins, 537 jardins. Il faut être accepté parce que si vous rentrez dans un jardin et que vous écrasez une plante magique que je n'ai pas vue, je me fais engueuler. Maurice, regarde où tu mets tes pieds. Je ne sais pas. Et donc là, vous êtes éduqué par les gens. Ils vous éduquent, ils vous éduquent. Il faut qu'ils vous acceptent. Et moi, je peux vous dire exactement maintenant pourquoi telle femme se trouve à côté de telle femme dans tel jardin. C'est-à-dire les raisons qui ont poussé cette femme, ou qui l'ont amenée à travailler dans ce jardin, dont le sol est la propriété de tel clan, alors qu'elle n'est pas de ce clan, je peux vous le dire, donc je ne vais pas faire de la branlette postmoderne quand même. Je sais pourquoi les gens sont là, et ils n'ont même pas besoin de me le dire à la fin. Parce que je connais les rapports des clans, je sais les règles de mariage, et je vois si elle a violé les règles de mariage, à ce moment-là, il y a une enquête qu'il faut faire. Alors, à ce moment-là, vous voyez ce que c'est que le deuxième type d'observation. C'est une observation systématique, organisée par un anthropologue ou un anthropophage. Et qu'est-ce que vous espérez de tous ces banques de données que vous faites systématiquement? D'abord, les gens sont toujours avec vous pour faire ça. On ne peut rien faire sans les gens. Rien faire. On ne peut même pas entrer dans un jardin sans demander la permission quand même. Ensuite, si vous restez toute la journée avec les gens qui bossent alors que vous ne foutez rien, que poser des questions, vous mesurez avec une planchette à dessin, parce que j'ai initié beaucoup de gens ici à utiliser la planche à cartographier des géographes, parce qu'avant de partir, j'avais été à l'École nationale de géographie, me faire un stage, je ne sais pas pourquoi, pour apprendre à cartographier, et avec des pentes comme ça, à transformer les distances obliques en horizontales pour faire des cartes.
On ne m'avait pas dit de faire ça à l'école. Hein. De même que faire une maison, faire des tables, on ne m'avait pas demandé, on ne m'avait pas appris à l'université à faire des tables. Hein. Donc tout ça, c'est la vie du travail. Mais toutes ces enquêtes et toutes ces données se recoupent quelque part. Et le recoupement n'est pas prévisible pour moi dans ma tête. Un jour, quelque chose apparaît. Est-ce que vous voyez? Les deux types d'observation, c'est d'être impliqué avec les autres dans la vie, et celle de fabriquer, pour des raisons quand même scientifiques, une enquête sur la Terre, une enquête sur la parenté et les mariages, une enquête sur qui habite à côté de qui, etc. C'est notre boulot. Et ça, les gens, il faut quand même qu'ils soient suffisamment attentifs à vous pour laisser faire. On ne peut pas aller en France, on ne peut pas aller dans un board de banque. Je ne peux pas assister au Conseil des ministres. Je ne peux pas aller dans l'Église catholique au niveau du Conseil du clergé. Je ne peux pas. C'est beaucoup plus opaque la France que les barouillas, une fois qu'ils m'ont accepté dans les initiations. Ce monde ici est beaucoup plus opaque que les mondes là-bas, où les gens vous ouvrent et sont parfois heureux de vous enseigner leurs secrets. Leurs secrets. Donc, vous voyez ce que je veux dire sur la différence des cultures. Donc ça, c'est très important. Donc, si vous voulez, je voulais vous expliquer des trucs, mais c'est pas utile de tout ça. Bon, ce qui est absolument essentiel, c'est ceci. Je voudrais rappeler quelque chose. On ne peut pas pratiquer le métier, aucun métier dans les sciences sociales ne peut être pratiqué sans que l'individu qui pratique l'histoire se descende. Il n'y a pas de possibilité scientifique de construire une connaissance d'autrui, en plus de ce que je vous ai dit, les deux principes, c'est-à-dire que l'altérité des autres n'est pas absolue mais relative, si on n'est pas capable de se décentrer par rapport à soi. Qu'est-ce que ça veut dire se décentrer par rapport à soi? Alors regardez. Et là, c'est là que j'ai travaillé là-dessus. Il faut absolument se décentrer par rapport à son moi social, moi intime, si vous arrivez chez les autres. Mais les autres, ça peut être dans la banlieue. Hein. Les autres, c'est pas forcément à 12 000 km. Donc, si vous voulez, ce décentrement, parce que votre moi de fabrication de votre moi, c'est-à-dire on est français, on est etc., on est de telle origine sociale, et en plus le moi intime de chacun, on a eu ses souffrances et ses bonheurs, tout ça, ça existe. Tout ça existe. Mais pour comprendre autrui, il faut construire en nous un moi cognitif. Voilà. Alors chez les physiciens, ils sont peinards, la matière, ils bossent dans leur laboratoire, leur moi cognitif peut être complètement isolé du reste, et ils sont dans des bulles de mathématiques, de physique et de systèmes d'expérimentation. Nous, on est avec des hommes qui parlent des femmes. Alors, le moi cognitif, il faut le construire en nous-mêmes. Et ce moi doit se prendre distance par rapport au moi d'origine sociale ou d'origine intime de son nature. Ça, c'est un boulot. Tous les jours, quand même, il y a des jours où j'en avais marre, je dis, ils font chier ces noirs, quoi. Alors, si j'écris ça dans un livre, si je me dis ça parce que je suis tellement énervé, parce que ça fait des... C'est pas facile de vivre avec les gens, vous savez. Eh bien, si j'écris ça, aussitôt, j'ai tous les Américains contre moi. Et tout, c'est un salaud, c'est un raciste, une pourriture, c'était bien, c'est un Français, quoi, c'est un colonial. Alors j'ai une série de collègues en France qui adorent cette littérature américaine et qui me réunissent en procès en même temps. Je ne vous dirai pas les noms de ces collègues, mais ils sont en partie à l'école des études, en partie ailleurs. Et ils sont évidemment portés par la grande vague du postmodernisme qui est la vague de la liquidation de nos disciplines. Ce sont des gens qui sont payés, nos collègues, pour liquider leurs propres disciplines qui les payent. Mais c'est pas mal. Ils ne couvrent aucun risque. Ce sont des intellectuels qui ne couvrent aucun risque. Ce qui n'est pas une grande définition d'intellectuel. Donc, voilà ce que je voulais vous dire. C'est, alors, par exemple, donc, moi cognitif. Et ce moi cognitif, c'est un moi à construire par des méthodes, par des concepts à réfuter. C'est une vie, quoi. C'est notre métier.
Les autres n'ont pas besoin, c'est leur boulot, ils font autre chose, ils sont garagistes, ils réparent les voitures et tout ça. Et en plus, ils doivent savoir ce que c'est qu'une voiture. Et chacun doit savoir ce qu'il a à faire. Alors, ce que je voulais vous dire, c'est finalement, fondamentalement, et je reviens à une phrase de Pierre, et j'ajoute quelque chose. Au bout du compte, quand on a fait tout ce boulot et qu'on commence à rédiger, il faut rédiger dans une langue française que tout le monde peut comprendre. Le charabia, laissons-le, c'est du truc d'élitiste. Voilà. Parler de exis ou d'habitus, ça ne rapproche pas les gens de la connaissance. Hein, ça les met à distance. Et les normaliens adorent mettre les gens à distance pour montrer combien ils sont normaux et supérieurs. Hein. On connaît l'histoire. Donc, savoir écrire de telle sorte que tout le monde puisse comprendre. Et deuxièmement, offrir un texte que les gens puissent réfuter. Car j'avais appris des scientifiques durs qu'on m'avait dit qu'une vérité doit être vérifiable et réfutable. C'est pas ça? Alors, les gars qui me disent des trucs que je ne peux pas vérifier, donc je ne pourrais pas réfuter, comment vous le dire? De façon simple, j'ai dit, j'en ai rien à foutre. C'est un peu radical, un peu rapide, mais vous comprenez, quoi, vous avez compris, c'est bien. Alors, je voudrais arriver à ceci. Finalement, le travail qu'on fait, oui, toutes les sciences sociales et humaines se fondent dans une seule science qui n'existe pas encore, qui est la connaissance de l'histoire des hommes. C'est pour ça que je mets l'histoire. Attention, ce n'est pas l'histoire des historiens seulement dont je parle, parce que les historiens ont besoin de moi, de nous, mais moi j'ai besoin d'eux. Mais il n'y a qu'une seule réalité, c'est la connaissance de l'histoire des hommes, ce qu'ils ont fait pour donner du sens à leur existence, etc. De plus en plus, alors c'est pour ça que je me suis éloigné du marxisme, et donc c'est très clair. J'ai jamais pu trouver, j'ai bossé comme un chien, j'ai pas trouvé de connexion entre les systèmes de parenté que je connais bien et les modes de production. J'ai pas trouvé de connexion causale, linéaire entre un mode de production, les rapports des hommes entre eux pour la vie matérielle, la richesse et l'action sur la nature, et un mode de reproduction sociale qu'on appelle un système de vie. J'ai jamais trouvé. J'ai bossé comme un chien, j'étais un bon marxiste militant, cultivé, ça n'a pas marché. Okay? Ça ne veut pas me dire que je ne suis pas matérialiste. Parce que de plus en plus, je me suis posé la question des noyaux imaginaires des rapports sociaux. Des noyaux imaginaires des rapports sociaux et des conséquences non imaginaires de l'imaginaire. Je vais vous raconter une anecdote. Simple, une petite d'abord et une très forte, ensuite très provocatrice ensuite. Donc je commence cool. Vous prenez le système de parenté, on dit patrilinéaire. Et les gens comme ça, tranquillement, patrilinéaire, ça veut dire tout le monde descend par les hommes seulement. Et tranquillement, on continue à écrire une monographie. Ah, matrilinéaire, tout le monde descend, mais par les femmes seulement. Et on écrit une monographie. Et qu'est-ce que ça veut dire? C'est un coup de force inouï de dire qu'on descend que par les hommes. Ça veut dire que ce premier principe occulte quelque chose d'autre, ou refoule, ou casse. Ça veut dire quoi? C'est purement imaginaire, ce coup de force. C'est purement imaginaire. Mais ça structure la vie des gens ensuite, les mariages et tout ça. Donc déjà, au cœur d'un truc, le choix d'un principe de descendance est déjà l'imposition d'un principe de réalité qui est en même temps complément d'un imaginaire, qui contient en lui un imaginaire total. Comment dire que les hommes etc. Alors ça, c'est l'exemple qui vous montre la présence de noyaux imaginaires dans ce qui construit des choses réelles. Ok? Maintenant, je vais faire un peu fort là. Il y a un type qui s'appelait Jésus. Il paraît qu'il est fils de Dieu. Bon. Alors, moi, j'étais très content. J'étais content pour lui. Mais bon.
Un jour, j'ai discuté avec ma belle-mère. Ma belle-mère est orthodoxe, elle était très croyante, une femme très bien, très ouverte et tout, orthodoxe. Bon, moi, j'étais formé dans le catholicisme, et un jour, on discute de Dieu et tout ça, de son existence, et elle me dit, mais la preuve de l'existence de Dieu, est-ce que vous la comprenez? Je dis, attendez, et elle me dit, je vais vous la donner. Et elle me dit, la preuve de l'existence de Dieu, c'est que le tombeau était vide. Non, mais c'est vrai, puisque à la fin, moi j'ai lu ça quand j'étais petit, j'allais à la messe, à la fin, il y avait 2 anges qui étaient de chaque côté d'un tombeau vide. Quand les femmes sont arrivées, vous vous rappelez, pour laver. Putain, j'étais vachement content. Et si c'est ça la preuve de l'existence de Dieu, que le tombeau soit vide, vous voyez la puissance de l'imaginaire. Ça fait des millions, des centaines de millions de gens qui sont formatés par l'imaginaire total. 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 Jésus n'a jamais écrit aucun évangile, c'est d'autres. Le prophète n'a jamais écrit le Coran, c'est d'autres. Il était couché sous une, paraît-il, sous une couverture ou sur un manteau, et Dieu lui parlait, et quand il disait ce que Dieu lui disait, les autres écrivaient, paraît-il. Ça fait des centaines de millions de gens qui vivent dans cet enveloppement imaginaire quand même. Les conséquences ne sont pas imaginaires. Une architecture magnifique, les mosquées, et la charia qui est la loi divine, donc pas de loi civile qui peut se fonder sur lui-même, etc. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Et donc c'est pour ça que je suis rationaliste, pour expliquer rationnellement l'irrationnel. Bien que je ne crois pas que ce soit totalement irrationnel, c'est tout à fait fondé sur des nécessités de l'existence sociale. Et dernière chose, donc c'est le point où j'abandonne mes notes. C'est dommage de ne pas écrire tout ça. Mais alors, rien, ça m'a servi. Il faudrait que j'aille un prix. Il faudrait que j'aille un prix pour que ça me resserve. On va essayer de faire. Oui. On va peut-être faire un appel d'offres pour avoir un prix pour que ça serve à quelque chose. Donc, le dernier point, c'est ça fait plusieurs années que je me pose la question, peut-on se moderniser sans se occidentaliser? Alors ma réponse maintenant, elle va être très claire. Hein, et tenez-vous bien. La question, peut-on se moderniser sans s'occidentaliser, n'est pas moderne. Cette question n'est pas moderne. Au VIe siècle après Jésus-Christ, les Japonais, pour se moderniser, devaient se siniser. Les Romains, pour faire une culture, devaient se gréciser. Donc c'est vrai, c'est fondamental. Dans l'histoire, certaines sociétés, à toutes les époques, ont regardé chez les voisins pour faire aussi bien. Ils se sont acculturés eux-mêmes. Bien sûr, il y a les colonisations, et nos ancêtres, les Celtiques, ils parlent une langue, nous parlons une langue romaine. Ok. Mais, donc quand j'étais au Japon, la formule du Japon, c'est faire aussi bien pour faire mieux. Quand j'étais jeune, à Cambrai, on disait, achète pas une voiture japonaise, c'est de la merde. C'est de la copie. Et c'était vrai à l'époque, certainement. C'était vrai à l'époque, certainement. C'est plus vrai maintenant. Donc, allant au Japon et commençant à lire 3-4 bouquins quand même, hein, et surtout l'histoire du Meiji et tout ça, là, ils n'ont pas eu besoin de Mao Tse-tung. 1860-68, le premier gouvernement du Meiji, la moitié du gouvernement est envoyé pour 2 ans aux États-Unis. Des ministres. Et la formule, c'est lutter contre les barbares en prenant la force des barbares. Les barbares, c'était nous. Ok? Donc ils se sont occidentalisés pour avancer dans ce qu'ils voulaient pour résister. Mais aujourd'hui, deuxième pays du monde, ils s'en foutent. Vraiment, ils continueront à prendre de nous ce qu'ils voudront, mais ils vont puiser maintenant dans leur passé de quoi se refaire un avenir japonais dans la culture, en prenant la culture étant dépassée. Et quand je vais au musée
du Edo, le musée national du Japon. J'étais avec des curators et tout. Qu'est-ce que j'entends? C'était très intéressant. Je ne sais pas si le type qui m'a dit ça, il y a Jane Kobe qui est là, il m'a dit de plus en plus les Japonais se réintéressent à la période de l'Edo. C'est-à-dire la période avant la révolution de Meiji, quoi. Maintenant, ça y est, ils se retournent. C'est vrai, c'est magnifique, quoi. Les costumes, les kimonos, tout ce que tu veux, une culture, une hiérarchie, les samouraïs et tout. Donc, on n'a pas pu se moderniser, c'est-à-dire face à les étrangers dominants, sur le plan militairement, tout ce que vous voulez, on n'a pas pu se défendre sans prendre quelque chose des autres. Et quand ils sont arrivés là, et ça va être la même chose avec la Chine, mais seulement il y a un grand problème. 127 millions, j'ai demandé hier, d'habitants donc au Japon. Je pensais qu'il y en avait encore 203, mais non, c'est 127 millions. Le niveau de vie est supérieur à l'Allemagne industrielle. Alors les Chinois, ils ont 1,3 milliard, j'ai demandé, ils sont peut-être un peu plus, mais il n'y a que 300 millions de gens qui s'enrichissent. Il y a 1 milliard de pauvres. Alors, lorsque 1 milliard de pauvres vivront comme les 10% de chômeurs japonais, je ne serai plus dans l'existence. Je n'existerai plus, et vous non plus d'ailleurs, parce qu'on n'absorbe pas 1 milliard de gens pour les transformer en 30 ans. C'est pas possible. Donc, et après, il y a 1,1 milliard aujourd'hui d'hindous. Il y a 200 millions d'hindous qui s'enrichissent, paraît-il. Vous voyez ce qui reste? Vous voyez ce qui reste? Donc, si vous voulez, aujourd'hui, nous assistons, et pour nous, anthropologues et tout ça, à une torsion au niveau mondial. Une torsion du rapport des forces, et des rapports d'intérêt, et des rapports de culture. Et ce qui m'intéresse maintenant, c'est une question qui n'est pas facile du tout. Ces 400 ans de domination relative de l'Occident, par le commerce, par les idées, par la force, par le colonialisme, par tout ça, c'est vrai. Et il y a des idées de l'Occident qui sont entrées chez les autres, c'est sûr. Ne serait-ce qu'un individualisme de soi-même et de son intérêt. Alors je pose la question, quelles sont les valeurs de l'Asie qui deviendront universelles? Dans 3 siècles ou dans 2 siècles. Quelles sont les valeurs de l'Asie? Le bouddhisme, je ne sais pas quoi, l'attention à la nature, je ne sais pas. Je ne sais pas. Quelles sont les valeurs de l'Asie qui auraient dans 2 siècles la valeur universelle de certaines valeurs quand même de l'Occident qui ont pénétré comme ça, hein, c'est un vrai problème. Et j'en vois pas, mais il faut demander aux spécialistes. S'ils devinent quelque chose, s'ils anticipent quelque chose. Donc c'est là que, si vous voulez, je n'ai pas seulement une vision des barouillards. Pas seulement une vision des barouillards. J'ai vraiment une vision maintenant, si j'ai à mon âge, parce que j'ai beaucoup lu d'histoire, je n'ai jamais lu, je n'ai jamais cessé de lire autre chose que l'anthropologie. Eh bien, si vous voulez, la vision que j'ai, c'est cette vision assez paradoxale. Aujourd'hui, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, toutes les sociétés, petites ou grandes, pour avoir une vie matérielle et économique, doivent rentrer dans le marché mondial, dans des marchés mondiaux, dans des marchés mondiaux. On ne peut pas faire autrement d'avancer économiquement qu'en s'intégrant. Mais paradoxalement, parallèlement au processus d'intégration, on a de plus en plus un processus de segmentation culturelle. Et pas seulement les Bosniaques qui se séparent d'eux, mais à partir du moment où les gens sont aussi riches et aussi capables que vous de développer ce que vous êtes en train de... Moi, ce qui m'a frappé quand j'étais en Asie, c'est qu'ils prennent le meilleur de l'Amérique et ils partent. En France, on met 10 ans pour arriver à ce qu'on veut faire. Vous voyez ce que je veux dire? 10 ans pour arriver. Là, il y a une autre dynamique, peut-être pour d'autres raisons, de structure sociale, d'autoritarisme, tout ce que vous voulez.
Mais on assiste à un souci, c'est que plus les gens se développent économiquement, plus ils se tournent vers leur passé sur le plan politique et culturel, plus ils demandent une certaine souveraineté pour eux-mêmes. Ok? Plus ils demandent une certaine souveraineté. Donc c'est pas du tout, la globalisation, c'est pas l'uniformisation, c'est le contraire qui va se passer. C'est le contraire qui va se passer. Intégration économique jusqu'à un certain point, bien sûr, mais globalisation ne signifie pas uniformisation, occidentalisation, je crois pas. Donc, vous voyez, là, ce n'est pas une vision d'anthropologue des Barouillas, bien que tous les Barouillas sont de... Alors, je vous donne la formule des Barouillas. La dernière fois que je suis allé, et lui, il vient d'y aller maintenant encore, c'était le dernier jour, ou 2 jours avant de partir, beaucoup de Barouillas du village où j'étais, du village du dessous, il y a 10, sont venus me trouver les autres. Maurice, est-ce que tu peux écrire notre nom dans un cahier? Ok, ouais, d'accord. Et je dis, pourquoi vous voulez que j'écrive votre nom? Parce que on attend qu'il passe des pasteurs et tout, on veut le baptiser, on veut devenir chrétien. Très bien. Donc toi, comment tu t'appelles? Donc il s'appelle, le type s'appelle Guattalier, il était mort, Guattalier, il avait été tué par les ennemis, mais bon, tu t'appelles un tel. Comment tu veux t'appeler? Je m'appelais John. Ok, why not? Et vous, madame, enfin, je vous dis, et toi, comment tu t'appelles? Je m'appelais Sarah. Je m'appelais, etc. Maria. Attention, si tu fais Maria, qu'est-ce que tu vas mettre derrière? Maria Andavakia. Je dis oui, mais attends, avant tu t'appelais X. X c'était le nom de ta grand-mère, et c'est le système barouillard. On hérite toujours du nom en génération alterne. C'est-à-dire moi, je m'appelle Maurice Godelier, mon petit-fils devrait s'appeler Maurice Godelier, et le petit-fils de mon petit-fils. Donc ça saute d'une génération, mais dès qu'on dit Maurice, on sait que c'est un Andavakia. On sait que c'est de tel clan. Donc ils suppriment le nom de leur clan pour mettre le clan comme nom. Donc je leur dis, faites gaffe les gars, hein. Non, faites gaffe, tout ça, pour ça qu'arrive. Et à la fin, il y avait un jeune homme qui parlait, qui avait été à la ville et tout ça. J'ai dit, mais dis-moi, pourquoi vous faites tout ça? Et Maurice, il dit, on veut devenir des hommes nouveaux. C'est bien ça. Qu'est-ce que c'est qu'un homme nouveau alors pour toi? Il dit c'est très simple, très simple. Être un homme nouveau, c'est behind Jesus, suivre Jésus, making business et faire du business. En plein milieu de la grosse, il y a 20 ans, les types m'ont dit, et aujourd'hui, tous les barouillards sont devenus protestants. Ils appartiennent à 5 dénominations différentes. Parmi les pires, et tous les jours ils prient Dieu. Mais les barouillards ont refait les initiations collectives. C'est le seul groupe à peu près dans la région qui a refait. Et il joue sur les 2 tableaux maintenant. Le chaman, il est habillé en chaman quand il est chaman, il s'habille avec un costard et une cravate, et il lit la Bible, et à ce moment-là, il est quoi? Il est adventiste? Luthérien. Il est luthérien. Alors, il est luthérien de temps en temps, il est chaman à côté, et ils se démarrent comme ça, et ils inventent leur avenir. Ils inventent leur avenir. Moi, j'ai rien à dire. C'est pas moi qui vais aller leur dire, on les connaît, on n'est pas là pour ça. C'est eux qui choisissent leur avenir. Mais regardez ce que nous, anthropologues occidentaux, on peut mesurer de la puissance de l'Occident. C'est que ces gens-là sont déjà intégrés ici, dans le monde moderne qui est le nôtre. Ils sont dedans, même s'ils refont un avenir avec leur passé, ils sont dedans. Ils sont dedans. Mais de l'autre côté, dans d'autres parties du monde, c'est le Coran qui est en Afrique noire actuellement. L'islam se développe. Et les gens mélangent leur culture et leur rite avec, et l'islam interdit les rites, comme l'interdisent aussi le chamanisme, etc. Donc, ça interdit, ça ne veut pas dire que ça ne dure pas. Hein. Mais vous voyez les puissances
les puissances qui formatent, qui ont la capacité d'agir au niveau mondial chez les autres. Alors les Chinois, ils s'en foutent d'exporter le confucianisme, vous savez. Et donc l'Occident, si vous voulez, nous assistons aujourd'hui à une torsion mondiale dans les rapports de force et de culture. Et en plus, comme l'Occident va rester dans la merde pendant 35 ans avec l'Irak et l'Iran, ça peut pas, et que c'est notre affaire, pas la mienne, mais malheureusement c'est l'Occident qui a dominé ces pays, eh bien l'Occident s'affaiblit tous les jours face à d'autres grands morceaux de l'humanité qui n'ont pas à s'occuper de résoudre la guerre d'Irak. Alors je vous donne donc la formule du Monde qui me semble très belle à propos d'Obama. Il y a un journaliste du Monde, j'ai lu ça il y a 15 jours, qui a écrit « Obama, c'est moins que bien, mais c'est mieux que rien. » C'est assez fort quand même. C'est moins que bien, mais c'est mieux que rien. Vous voyez avec quoi on travaille. Bon, c'est ça que je voulais vous dire. C'est ça que je voulais vous dire.